Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui corriger l'annale 2024 pour le concours d'inspecteur des douanes avec un sujet qui était en droit public assez classique puisqu'il s'agissait du Conseil constitutionnel garant des libertés publiques. Un sujet extrêmement large dans lequel il y avait énormément de choses à envisager et nous allons voir tout de suite comment nous aurions pu envisager un tel sujet qui permet d'englober quand même beaucoup d'informations. La première chose, c'est d'abord les éléments d'introduction. Dans l'introduction, il faut rappeler quelques éléments concernant d'abord l'accroche. Alors ici, beaucoup d'accroches sont possibles. On pouvait citer les accroches traditionnelles sur le Conseil constitutionnel, qui l'envisage comme étant le chien de garde de l'exécutif, ou encore comme un canon braqué sur le Parlement. Mais de manière plus générale, on pouvait peut-être aussi envisager cette accroche de Talleyrand où il nous dit que la liberté de tout faire n'en donne pas nécessairement le droit. Alors, une fois qu'on a toutes ces accroches-là, il faut évidemment les expliquer un petit peu plus dans le contexte du sujet, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel vient tout d'abord limiter la volonté générale exprimée par le Parlement et, in fine, exprimée également par le gouvernement et éventuellement le président de la République. Je vous renvoie à toute la complexité de la Ve République sur ce point. Mais c'est bien une confrontation qu'il peut y avoir entre, d'une part, le souverain, ou du moins celui qui le représente, et d'autre part, ce Conseil constitutionnel qui vient poser les jalons de limite à cette expression qui est la Constitution. Sur les définitions, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de voir comment on peut hiérarchiser. Alors, je commencerai d'abord par l'élément le plus large, ce qui sont les libertés publiques. La notion, évidemment, doit être circonscrite, mais surtout, il ne s'agit pas de faire tout un cours sur la notion de liberté publique, parce que vous ne vous en sortiriez pas. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est montrer un petit peu de quoi il s'agit sur le plan juridique. Il s'agit donc d'une part de normes qui ont été constitutionnalisées, ou du moins qu'on retrouve dans les textes fondamentaux, et qui postulent de cette liberté, c'est-à-dire de cette capacité d'action que peuvent avoir les individus, que l'État doit garantir. Alors, on peut éventuellement envisager cette évolution, parce qu'il y a une ambiguïté dans les termes, hein. On parle ici de liberté publique. Le sujet, c'est pas qu'il est mal choisi, c'est que cette liberté publique, on va l'envisager au sens large, c'est-à-dire que ce sont les droits fondamentaux qu'on connaît aujourd'hui, qui constituent également cette philosophie des droits de l'homme que l'on connaît depuis 1789. La notion stricte de liberté publique que l'on retrouve euh, dans, dans une appellation un petit peu plus, un peu moins moderne en tout cas, qui constitue les libertés protégées par la loi, et enfin les libertés fondamentales, celles que l'on retrouve dans le texte constitutionnel. Mais au fond, ce sont bien les libertés fondamentales qui sont en cause, puisque ce sont les libertés qui sont protégées par le Conseil constitutionnel. Ensuite, quant au Conseil constitutionnel, eh bien, rappelez très rapidement qu'il s'agit d'une institution nouvelle en 1958, dont l'objet est de contrôler la loi à la Constitution, et que c'est une nouveauté dans les institutions françaises, puisque depuis la décision Arrighi du Conseil d'État en 1936, eh bien, le Conseil d'État se reconnaît incompétent pour pouvoir contrôler la loi à la Constitution. Et donc, c'est une nouveauté en 1958, une institution non politique, en tout cas qui n'est pas élue, qui va pouvoir contrôler la loi par rapport à la Constitution et, le cas échéant, pourquoi pas la censurer. Quant au contexte du sujet, eh bien, là aussi, c'est une chose importante à rappeler, que le contrôle de constitutionnalité en France, il a été longtemps rejeté. Mais c'est une question qui n'est pas nouvelle. Ce n'est pas une question qui naît en 1958. D'abord, ce contrôle de constitutionnalité, vous pouvez en parler de manière très générale, il se développe aux États-Unis depuis la décision du 23 février 1803, Marbury contre Madison, un contrôle de constitutionnalité propre aux Américains, qu'on appelle diffus, et qui va se moderniser, notamment sous la plume de Hans Kelsen,
dans les années 1930, avec l'idée de cour constitutionnelle qui aurait la possibilité de contrôler la loi à la Constitution et qui concentrerait ce contentieux de contrôle. L'idée est la suivante, hein, que ce soit le contrôle américain ou le contrôle européen, c'est de donner à la Constitution une force juridique importante en lui donnant un caractère obligatoire. Évidemment, sans contrôle, la Constitution n'est pas un texte juridique, c'est un texte symbolique. C'est ce que disait Sayès, la Constitution est une norme ou ce n'est rien. Concernant la France, la question ne se pose pas en 1958. Dès le Directoire, et encore une fois avec Sayès, la question d'un contrôle de constitutionnalité se pose avec ce qu'il a appelé le jury constitutionnel, pareil, une institution à part, en dehors du jeu parlementaire et gouvernemental, qui a la possibilité de vérifier que les lois produites par le Parlement respectent bien la Constitution. Et par la suite, ce contrôle de constitutionnalité, il va naître en France, en fait, dans l'histoire constitutionnelle, de manière politique. Que ce soit le Sénat impérial sous le Premier ou le Second Empire, le Premier ou le Second Empire, ou encore sous la Quatrième République, souvenez-vous, il y avait ce comité constitutionnel qui était un comité politique présidé par le président de la République, composé de parlementaires, qui devait examiner la constitutionnalité des lois, c'est vrai, mais avec cette petite subtilité que lorsque la constitutionnalité n'était pas reconnue, eh bien, on procédait à une révision de la Constitution, c'était mieux. Voilà un petit peu l'idée. Donc, ce contexte du sujet nous amène à notre problématique, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, créé en 1958, donc ça va être tout notre enjeu, n'était pas nécessairement un protecteur des libertés, ou du moins la notion de liberté n'était pas dans la Constitution. Et s'il devait protéger la Constitution par rapport à la loi, eh bien, le texte constitutionnel était assez pauvre en matière de liberté en réalité. Et c'est donc le fruit d'une évolution qui fait du Conseil constitutionnel un véritable garant des libertés. D'où cette question que l'on peut se poser, dans quelle mesure le Conseil constitutionnel va, au fil de son évolution, devenir un véritable protecteur des libertés publiques. Alors cette question, eh bien, on va la résoudre dans un plan qui va nous montrer cette forme d'évolution. J'ai utilisé le mot conquête, parce que c'est véritablement le terme qui permet de lier les libertés au Conseil constitutionnel. Ce n'était pas évident au départ. Donc, dans un premier temps, nous verrons la conquête de la garantie des libertés par le Conseil constitutionnel, puis, dans un second temps, puisque c'est bien de reconnaître les libertés, encore faut-il que le contrôle soit efficace, grand 2, la conquête de l'efficacité de la garantie des libertés publiques par le Conseil constitutionnel. Vous noterez, sur le plan méthodologique, que je fais en sorte, dans mon 1 et dans mon 2, de reprendre au maximum les termes du sujet. Ça permet de montrer que j'ai bien cadré mon exposé. Dans mon grand 1, la conquête de la garantie des libertés par le Conseil constitutionnel, eh bien, pareil, on va utiliser une forme d'évolution. Tout d'abord, le choc de 1971, c'est-à-dire la reconnaissance, que j'appelle audacieuse, parce que vous allez voir pourquoi, du bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire de la Constitution et de son préambule. Et dans un grand B, nous verrons comment le Conseil constitutionnel va rechercher une forme d'équilibre dans le contrôle de la loi aux libertés. Il ne s'agit pas non plus d'excéder sa compétence. Dans un grand 2, on se portera cette fois-ci sur la question de l'efficacité du contrôle. Donc la conquête de l'efficacité de la garantie des libertés publiques par le Conseil constitutionnel. Cette efficacité, elle va d'abord s'apprécier au regard de la modernisation de la notion de liberté par le Conseil constitutionnel. Il faut bien avouer que nos textes de liberté sont quand même assez anciens. Et le Conseil constitutionnel va les rendre un peu plus malléables par son interprétation, afin que ceux-ci deviennent des textes plus modernes, ou en tout cas que le contrôle puisse répondre aux exigences de la modernité. Notez bien que la question de la vie privée et de la protection des données personnelles, par exemple,
n'était absolument pas dans la Déclaration des droits de l'homme et ni dans le préambule de 1946. Cela a nécessité une adaptation du texte par le Conseil. Mais cette évolution, dans son efficacité, elle se manifeste surtout dans la procédure devant le Conseil constitutionnel qui va évidemment marquer le contrôle le plus large possible. Alors, reprenons cette fois-ci le premier point, donc dans la conquête de la garantie des libertés fondamentales, la reconnaissance audacieuse du bloc de constitutionnalité. Cette reconnaissance est audacieuse parce que, effectivement, à l'origine, il n'était pas question, une seule seconde, que le Conseil constitutionnel protège les libertés. On retrouve dans le rapport du Comité consultatif constitutionnel des débats sur la question euh, de la protection du préambule, et les auteurs du comité, ainsi que les membres du gouvernement, refusent que le Conseil constitutionnel puisse contrôler les libertés. Il est le chien de garde de l'exécutif à l'origine, et c'est tout. C'est un outil de rationalisation du parlementarisme, et on a créé le Conseil constitutionnel en 1958 pour veiller à ce que le Parlement, lorsqu'il fait la loi, n'empiète pas sur les prérogatives du gouvernement, qui sont des prérogatives réglementaires. Et souvenez-vous que la Constitution crée cette fameuse révolution qui n'aura pas lieu, selon certains, qui est de dire que le législateur a une liste de compétences déterminées dans l'article 34 de la Constitution. Donc la loi fixe les règles sur certaines compétences et les principes fondamentaux sur d'autres compétences, et que l'article 37 dispose que tout ce qui n'est pas du domaine de la loi est du domaine réglementaire. Le rôle du Conseil constitutionnel à ce stade-là est donc un rôle de répartiteur des compétences, bien éloigné de sa fonction de protecteur et de garant des libertés fondamentales. La protection des libertés fondamentales ne commence pas avec la décision de 1971. En réalité, le Conseil d'État ouvre un peu la voie. Alors, il ouvre la voie déjà dans sa jurisprudence qui reconnaît les principes généraux du droit, c'est-à-dire des principes inspirés de textes, mais sans référence expresse. On peut citer par exemple la décision Aramu de 1945 ou la décision Dame-Veuve-Trompier-Gravier de 1944, où on va reconnaître les droits de la défense, le contradictoire, etc. Mais à partir des années 50, le Conseil d'État va être un petit peu plus audacieux, et j'aime bien utiliser ce mot audacieux, parce qu'il va se référer à ces textes dont on pouvait douter de la valeur. Il va se référer non seulement à la Déclaration des droits de l'homme, c'est le cas dans cet arrêt du 12 février 1960, Société Equi, mais il va également se référer euh, au préambule de 1946 et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République pour euh, garantir la liberté d'association, que ce soit dans la décision du 11 juillet 1956, amicale des Anamites de Paris, ou du 7 juin 1957, Condamine. Ce que fait le Conseil d'État, c'est qu'il reconnaît une valeur juridique à ces textes, mais il ne leur reconnaît pas encore une véritable valeur constitutionnelle. Il n'est, encore une fois, pas en mesure de le faire. Et c'est tout l'intérêt de la décision du Conseil du 16 juillet 1971 qui va leur donner une pleine valeur constitutionnelle. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel va avoir une phrase extrêmement importante, c'est le visa. Il commence par « vu la Constitution » et notamment son préambule. Ce qui signifie que le préambule s'intègre à la Constitution, chose qui était formellement interdite, en tout cas selon l'interprétation des auteurs de la Constitution. Mais le Conseil constitutionnel va aller à l'encontre parce qu'il considère que ce préambule fait partie du corpus constitutionnel. Mais qu'il s'agisse du corpus constitutionnel n'en fait pas pour autant un texte qui ne peut avoir qu'une valeur symbolique. Le peuple français marque son attachement à la Déclaration des droits de l'homme et au préambule de 1946. Pour autant, le Conseil constitutionnel va
par une interprétation, encore une fois très extensive, considérer que c'est un, c'est un rattachement de ces textes comme euh, un renvoi d'un code à l'autre. Donc, il s'agit plus d'un attachement, d'un rattachement, voire d'un renvoi. La Constitution renvoie à ces textes pour maximiser la protection des libertés fondamentales. Alors, euh, ça ne s'arrête pas là, parce que si on y réfléchit bien, cette décision va permettre de créer ce qu'on appelle donc le bloc de constitutionnalité, qui veut que la Constitution, qui est le premier texte, celle-ci ne comporte que très peu de libertés fondamentales, hein. On peut citer l'article 66 de la Constitution, hein, sur la protection des libertés publiques par le juge judiciaire, ou la protection de la liberté individuelle, pour être plus exact, et sinon très très peu de liberté, éventuellement le principe d'égalité et de liberté au sens large. Mais en rajoutant la Déclaration des droits de l'homme, 17 articles, plus le préambule de 1946, plus encore les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qui sont une catégorie non déterminée dans le préambule de 46, et pourtant que le Conseil constitutionnel va enrichir. Et c'est dans ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République que le Conseil constitutionnel va reconnaître la liberté d'association, évidemment. Ce qui nous amène euh, à cette nouvelle responsabilité qu'a le Conseil constitutionnel, c'est de contrôler effectivement la loi aux libertés, et pour cela, il va rechercher un équilibre dans son contrôle entre loi et liberté. Pourquoi? Eh bien parce que cette décision de 71 peut faire craindre d'un gouvernement des juges. C'était la crainte des auteurs de la Constitution, et le Conseil constitutionnel peut donc censurer la volonté de l'expression des représentants du peuple, de la volonté nationale, qui est exprimée dans la loi. Et pour cela, le Conseil constitutionnel va être extrêmement critiqué. Évidemment, lorsque la majorité va être confrontée à une censure du Conseil constitutionnel, celle-ci va critiquer la légitimité de ce Conseil. Comment peut-il censurer la volonté générale, la souveraineté du peuple exprimée par la loi? Eh bien, ça a été le cas d'Édouard Balladur, par exemple, en 1993, sur une loi sur l'immigration. Robert Badinter, d'ailleurs, lui répondait que vaut mieux un gouvernement des juges qu'un gouvernement sans juges. La protection des libertés est fondamentale face à une majorité qui, elle, est ponctuelle et qui voudrait des lois potentiellement liberticides. Mais l'opposition aussi va critiquer le Conseil constitutionnel. En témoignent les récentes lois sur les retraites en 2023 ou la loi sur l'immigration en 2024, qui ont pu faire dire à certains que le Conseil constitutionnel avait le doigt sur la couture, autrement dit qu'il n'était qu'un agent du gouvernement. Mais ces critiques, évidemment, sont à relativiser. Pourquoi? Eh bien parce que le Conseil constitutionnel montre une certaine forme d'impartialité par une position équilibrée. D'abord par son statut. C'est ce que disait Robert Badinter, les membres du Conseil ont un devoir d'ingratitude envers ceux qui les ont nommés, et ce pour assurer leur indépendance et leur impartialité. Ce n'est pas parce que j'étais nommé par tel président de la République ou par tel président du Sénat ou de l'Assemblée nationale que pour autant je dois statuer, délibérer en leur sens. C'est ça le devoir d'ingratitude. Et ce statut d'indépendance et d'impartialité, il est consacré par la Constitution elle-même. L'article 56 nous dit que nous avons 9 membres nommés, je ne parlerai pas des membres de droit, 9 membres nommés par 3 autorités politiques différentes, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et bien sûr le président de la République. Les membres sont renouvelés par tiers tous les 3 ans, et à chaque renouvellement, c'est les 3 nominateurs qui nomment un nouveau membre. Ce qui veut dire que ce renouvellement crée une forme d'aléa politique. Par la suite, le mandat est non renouvelable, ce qui empêche d'espérer
de resiéger 9 ans supplémentaires au Conseil constitutionnel. Et il est irrévocable, c'est-à-dire que l'on ne peut pas retirer aux membres du Conseil constitutionnel leurs fonctions, sauf s'ils portent atteinte à la discipline du Conseil. Autrement dit, les membres du Conseil constitutionnel ne doivent rien à personne. Ils ne doivent rien à personne. En plus de cela, ils sont soumis à des incompatibilités qu'on le retrouve à l'article 57 qui s'apparente aux incompatibilités des parlementaires. Aujourd'hui se pose toutefois la question des membres de droit, c'est-à-dire les anciens présidents de la République. Par bonheur, ceux-ci ne siègent pas. Le seul qui a siégé de manière relativement importante est Valéry Giscard d'Estaing. Les autres y ont fait un bref passage, ou alors n'ont pas eu le temps d'y siéger réellement. Donc la question se pose sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, elle n'a pas encore réellement posé de difficultés particulières. C'est un problème parce que, avec les nouvelles fonctions du Conseil constitutionnel, on peut craindre qu'un président de la République qui connaît d'une question prioritaire de constitutionnalité sur une loi, eh bien, en soit également l'auteur. Il y aurait bien sûr une espèce de conflit d'intérêts dans cette situation. Mais à côté de ce statut d'indépendance, le Conseil constitutionnel lui-même va créer une forme de self-restraint de sa jurisprudence. Et on le voit à plusieurs égards. Tout d'abord, dans la décision du 15 janvier 1975 sur l'IVG, le Conseil constitutionnel refusera de s'accaparer le contrôle de conventionnalité. C'est une façon pour lui de dire, attention, je ne respecte que la Constitution, et la Constitution ne me donne pas la compétence pour contrôler la loi au traité. Il aurait pu, mais il refuse. En effet, si on lit l'article 54, l'article 54 de la Constitution permet au Conseil de contrôler le traité à la Constitution. Lorsque l'on va intégrer un traité, savoir s'il est conforme au texte constitutionnel et, le cas échéant, envisager une révision ou pas. L'article 61 envisage la loi à la Constitution, mais pas le traité à la loi. Toutefois, sa position aurait pu être inverse en considérant que l'article 55, qui nous dit que les lois doivent être conformes ou compatibles au traité, eh bien, serait inconstitutionnel si jamais elles étaient incompatibles. Mais le Conseil constitutionnel, pour des raisons très techniques, considère que le traité est contingent et relatif, alors que la Constitution et sa décision a un caractère absolu. En effet, le traité peut parfois être supérieur à la loi lorsque il y a cette exigence de réciprocité, mais si il n'y a pas de réciprocité dans l'exécution du traité, eh bien celui-ci n'est plus euh, euh, supérieur à la loi. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel se dit ben, incompétent pour contrôler a priori la compatibilité d'une loi à un traité. L'autre exemple que l'on peut citer, c'est également la décision du 6 novembre 1962, cette décision qui concerne l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Là encore, le Conseil constitutionnel va limiter sa compétence en montrant que il ne peut pas contrôler la loi référendaire qui est l'expression souveraine directe du peuple. Il l'aurait pu, mais là encore une fois, il se considère incompétent. Alors, on pourrait dire qu'en 1962, encore, on pouvait penser qu'il n'était pas prêt, mais il réitère cette interdiction en 1992 et pour les lois de révision en 2003. Le Conseil constitutionnel, finalement, va expliciter quelle est sa fonction. Il le fait déjà dans la décision IVG en 1975, mais il répétera cette phrase continuellement encore jusqu'à aujourd'hui, en rappelant que le Conseil n'a pas un pouvoir d'appréciation équivalent à celui du Parlement. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que le Conseil constitutionnel ne doit pas donner de décisions politiques. Il peut donner des décisions juridiques, mais pas politiques. Le pouvoir d'appréciation, l'opportunité politique, appartient au législateur. Ce n'est pas au Conseil constitutionnel, dans la décision IVG, de dire quand commence la vie. En revanche, il est là pour déterminer si la loi est conforme à la Constitution. Et il va aussi donner les bornes du Parlement, dans la décision du 23 août 1985 sur la Nouvelle-Calédonie, en considérant que
le Parlement, et la phrase aussi est importante, le Parlement n'est l'expression de la volonté générale que dans le respect de la Constitution. Si on reprend cette phrase de manière plus didactique, eh bien, cela signifie en réalité que l'expression constitutionnelle est une expression démocratique souveraine, plus forte que l'expression de la loi d'une assemblée à un instant T. Voilà ce que l'on peut en dire. Ce qui nous amène à notre deuxième partie sur la conquête de l'efficacité et l'évolution matérielle de la notion de liberté publique par la jurisprudence. Alors là, c'est extrêmement intéressant de voir comment le Conseil constitutionnel, à partir de la décision de 1971, va enrichir ce bloc de constitutionnalité afin de moderniser la Constitution. Tout d'abord, la catégorie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Celui-ci va déterminer ce que sont ces principes fondamentaux. Ce sont alors évidemment des principes qu'on va juger comme étant fondamentaux, reconnus dans le cadre d'une loi, sous une république. Et le Conseil constitutionnel va rajouter que ce sont des principes qui ont été reconnus antérieurement à 1946. Le but de cette catégorie, c'était de constitutionnaliser les grandes lois de liberté publique euh, de la Troisième République, notamment, pas que, puisque parmi eux, vous aurez notamment la loi des 16 et 24 août 1790 sur la séparation des autorités administratives et judiciaires. Mais les grandes lois de la Troisième République, comme la loi de 1901 sur les associations, ou encore la liberté de la presse, la loi de 1884, ou encore la liberté de réunion, etc., ces grandes lois qui sont extrêmement riches en matière de liberté publique vont être constitutionnalisées par cette catégorie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Aujourd'hui, on en discerne plus d'une dizaine, euh, voilà, on a un Conseil constitutionnel qui reste encore dans son self-restraint, hein, il aurait pu en trouver d'autres, mais il les reconnaît au fur et à mesure des nécessités, évidemment. Mais il ne s'arrête pas là, il va également donner du contenu à la catégorie des objectifs à valeur constitutionnelle. Ces objectifs à valeur constitutionnelle, on les retrouve principalement dans le préambule de 1946. Ce sont souvent les droits créances, les droits A. Et ces droits créances, c'est ceux qui permettent aux individus de demander à l'État une prestation. L'État s'oblige à, euh, à garantir certains droits aux individus. Le seul problème, c'est que ces droits créances sont parfois irréalisables euh, immédiatement. Prenons le droit à la santé. Est-ce que l'État peut garantir la santé à tout le monde? Évidemment que non. Le droit au travail, est-ce que l'État peut donner un travail à tout le monde? Évidemment que non, etc. Dès lors, le Conseil constitutionnel crée cette catégorie des objectifs pour y mettre ses droits, disant qu'il s'agit d'une obligation de moyens, finalement, pour le législateur, sans lui imposer une obligation de résultat. Mais une obligation de moyens qui a son importance. Ainsi, il va reconnaître que la poursuite de l'ordre public en 1982 est un objectif à valeur constitutionnelle, un OVC, ou encore le droit au logement en 1995. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'État doit pouvoir loger tout le monde, créer une sécurité, une insécurité zéro, voilà, ce qui serait impossible, mais en tout cas tout faire, tout mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Donc pour le droit à la santé, par exemple, si on supprime des hôpitaux par la loi, hein, si on supprime l'hôpital public, on pourrait considérer qu'il s'agit d'une atteinte au droit à la santé. Également, le bloc de constitutionnalité va s'enrichir des principes à valeur constitutionnelle, des principes à valeur constitutionnelle qui, eux, vont euh, découler des libertés qui sont déjà existantes dans le bloc de constitutionnalité. Ainsi, si on y regarde bien, eh bien, je vais y arriver, si on y regarde bien, la liberté d'expression
qui est une liberté relativement large, va pouvoir donner lieu à la liberté de communication dans une décision de 1986, va pouvoir donner lieu également à la liberté de manifestation dans une décision de 1995, libertés qui ne sont évidemment pas dans le corpus constitutionnel, mais le Conseil constitutionnel va déduire de cette liberté d'expression d'autres libertés. Voilà. Donc, on peut envisager d'autres libertés. En fait, finalement, ce n'est pas une catégorie finie. Et pareil pour le principe de continuité du service public que le Conseil constitutionnel va reconnaître dans une décision, droit de grève à la radio et à la télévision. Mais là où c'est intéressant, c'est que le bloc de constitutionnalité va s'ouvrir aussi eh bien, de manière institutionnelle, notamment par la voie de la révision. La Charte de l'environnement de 2005 va être un nouveau terrain de jeu pour le Conseil constitutionnel qui va lui reconnaître une pleine valeur dans une décision de 2008, la décision OGM, et va même reconnaître la valeur du préambule, le droit de vivre dans un environnement sain, dans une décision de 2014. Aujourd'hui, la constitutionnalisation de l'IVG en 2024 interroge également sur la façon dont le Conseil constitutionnel va utiliser cette nouvelle disposition constitutionnelle, alors certes pas dans le préambule, mais à l'article 34 de la Constitution. Cette conquête du Conseil constitutionnel, cette conquête de l'efficacité, passe également par l'évolution procédurale. Et là, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, puisque le Conseil constitutionnel, en 1971, a un pouvoir certes énorme, mais impraticable. En 1971, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par 4 autorités. Il peut être saisi par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. 4 autorités, 4 personnes en France qui, la plupart du temps, en tout cas dans les années 70, étaient du même bord politique. Quelles étaient les chances que le Conseil constitutionnel soit réellement saisi? Avant la réforme du 29 octobre 1974, on dénombre très peu de décisions du Conseil constitutionnel. On peut en dénombrer, je crois, en moyenne 7 par an, ce qui est quand même très pauvre. Mais la réforme du 29 octobre 1974, qu'on a appelée la réforme, ou la Constitution giscardienne, plus exactement, cette Constitution giscardienne va ouvrir la saisine du Conseil constitutionnel à 60 députés et 60 sénateurs. Autrement dit, 1/10 de l'Assemblée nationale et 1/5 du gouvernement, du Sénat, pardon, et 1/5 du Sénat. Autrement dit, l'opposition. L'opposition, sous la Ve République, elle est exsangue. Le fait majoritaire va l'écraser, la broyer sur le plan politique. Quand on est dans l'opposition, on n'a quasiment, en tout cas jusqu'en 2008, aucun droit, si ce n'est que de prendre la parole pour dire qu'on s'y oppose. Mais ça s'arrête là. Donc, l'opposition juridique, l'opposition politique n'existe pas au sein des assemblées. En revanche, la loi de 1974 va permettre à cette opposition de lutter cette fois-ci juridiquement par la saisine du Conseil constitutionnel euh, contre les lois de la majorité. C'est évidemment la réforme du 23 juillet 2008 qui crée la question prioritaire de constitutionnalité à l'article 61-1 de la Constitution qui va jouer une explosion, qui va créer une explosion, pardon, dans la garantie des droits fondamentaux. Explosion parce qu'elle va permettre à tout justiciable, lors d'une instance en cours, de faire saisir le Conseil constitutionnel par la voie de filtre, contre les lois qui seraient potentiellement contraires aux libertés. Et c'est ici qu'il faut voir les conditions. Tout justiciable, lors d'un procès, ça peut être en première instance, en appel ou même en cassation. Je peux donc, en tant que justiciable, poser une question prioritaire de constitutionnalité. Celle-ci va être examinée à 2 ou 3 reprises, à 1 ou 2 reprises, soit en première instance ou en appel, première reprise, où on va examiner très rapidement si la question est applicable, si la loi est applicable au procès, si celle-ci
porte atteinte à une liberté garantie par la Constitution, si la question est bien nouvelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas déjà été posée au Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances de fait ou de droit, et enfin si la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Une fois ces conditions remplies, le juge à quo, c'est-à-dire le juge saisi, va transmettre la question dans un délai de 8 jours au juge de cassation, donc soit le Conseil d'État, soit la Cour de cassation. Celle-ci va vérifier les mêmes conditions en étant plus insistante évidemment sur le caractère sérieux, puisque les juridictions suprêmes ont 3 mois pour répondre. Dans ce délai de 3 mois, elles vont opérer un véritable contrôle de constitutionnalité et, le cas échéant, si la question est sérieuse, elles vont transmettre la question au Conseil constitutionnel. Si elle ne l'est pas, eh bien, la procédure s'arrête là et le juge saisi en première instance va pouvoir continuer le procès en appliquant la loi. Si le Conseil constitutionnel est saisi, eh bien, lui-même a 3 mois pour décider ou non de l'abrogation de la loi qui serait potentiellement inconstitutionnelle. Une fois sa décision rendue, eh bien, le procès initial se poursuit. Nous avons donc ici une garantie des libertés publiques bien approfondie, bien efficace, puisque cela permet, un, de contrôler les lois qui auraient fait l'objet d'un consensus ou qui n'auraient pas été, examinées par le Conseil constitutionnel dans un contrôle a priori, ce qui est possible, hein. Les parlementaires peuvent parfois soit se mettre d'accord, soit ne pas avoir vu qu'il y avait une inconstitutionnalité dans une loi, mais cela permet aussi de contrôler les lois qui étaient constitutionnelles euh, au moment de leur promulgation, mais qui, avec le temps, sont devenues obsolètes, voire même incompatibles avec la Constitution. Dès lors, le contrôle devient totalement efficace et permet une garantie des libertés fondamentales et des libertés publiques, euh, comme suggéré par votre sujet. C'est donc sur ces quelques mots que je conclus ce sujet. Euh, donc, bien rester sur la notion de garantie, hein. Votre sujet est relativement plat, hein. Le Conseil constitutionnel garant des libertés publiques, c'est à vous de montrer dans quelle mesure il l'est, ou du moins dans quelle mesure il l'est devenu. Et le plan que je vous ai proposé arrive à cette conclusion que le Conseil constitutionnel est un véritable garant des libertés publiques. Je vous remercie de m'avoir écouté.